Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un nom que tout le monde connaît. Ah oui, partout dans le monde même. Oui, mais souvent pour une seule raison. Un nom qui évoque tout de suite le comptoir d'un bistrot, le tintement des glaçons. Le kir. Le kir, évidemment. Mais voilà la question. Qui connaît vraiment l'homme derrière le cocktail? On va donc explorer le parcours de Félix Kir, le fameux chanoine de Dijon. Hmm, Et pour ça, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Buffet qui dresse le portrait d'un personnage, comment dire, hors norme, pétri de contradictions. c'est le moins qu'on puisse dire. Notre but, c'est de comprendre ça. Comment un prêtre a pu devenir une légende, un héros de la résistance, un maire tout-puissant, et finir, en quelque sorte, en apéritif. C'est une figure incroyable. Vraiment. Parce qu'il incarne une France qui n'existe plus. Et l'article permet justement de gratter un peu ce vernis du folklore dijonnais. Ah oui, Oui, on va découvrir un homme. Un homme du 19e siècle, avec des valeurs, des colères, des idéaux aussi. des idéaux du 19e, voilà. Et qui se retrouve propulsé en plein dans les tragédies, les bouleversements du 20e siècle. C'est l'histoire d'un anachronisme vivant, en fait. Un anachronisme vivant, j'aime beaucoup cette image. Et qui, par sa seule force de caractère, va complètement marquer son époque. Alors, situons-le un peu justement, Félix Kir, il est né en 1876 1876, oui. et il meurt à 92 ans en 1968. Rien que ça donne le vertige, non? Il a vu la Troisième République, les deux guerres mondiales, la quatrième, la cinquième. C'est une traversée du siècle, littéralement. Et au départ, c'est un homme d'église, un curé que l'article décrit comme pieux, très attaché à l'alliance de l'Église et de l'État, disons. Oui, et c'est précisément la fin de cette alliance qui va le jeter dans l'arène politique. Pour lui, la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, ce n'est pas juste une loi. Non, c'est bien plus. C'est un sacrilège, un véritable traumatisme, personnel et national. Sa réaction, elle est épidermique. C'est à ce moment-là qu'il décide que, bon, la foi, ça ne suffit plus, il faut se battre. Et son combat politique, du coup, ça devient une sorte de croisade. Toujours, ce sera toujours une croisade. Une croisade contre qui exactement? La source est assez précise sur ses ennemis. Ah oui, ces cibles sont très très claires et très représentatives d'un certain courant de pensée de l'époque. Alors, Mhm. il y a la franc-maçonnerie, l'ennemi juré de l'Église. Le socialisme, qui représente la lutte des classes. Mhm. Le matérialisme. Et puis, il y a cette formule que je trouve fascinante. Le droit de l'homisme. Le droit de l'homisme. Oui, il voit ça comme une sorte de religion laïque, un peu molle, Hmm. affadissante. Pour lui, tout ça, ce sont des forces qui décomposent sa France idéale. Une France catholique, rurale, traditionnelle. Et on imagine que la crise des années 30 vient renforcer cette vision du monde. Elle la cristallise. La crise économique ajoute une nouvelle tête de Turc, la finance. Il développe une haine profonde pour ce monde abstrait de l'argent, qui pour lui détruit les communautés, le petit commerce. Et ça va se traduire politiquement. Bien sûr. Il va se mettre à détester Léon Blum, le Front populaire, tout ce qu'il rejette. Et à l'inverse, il va se trouver un héros, le maréchal Pétain. Voilà, on y est, le point de bascule. Pour Kier, Pétain, c'est le sauveur. C'est le retour à l'ordre, à l'autorité, à la vraie France. C'est ça. Donc, on a l'image d'un prêtre conservateur, traditionnaliste, Pétainiste convaincu. pétainiste convaincu. On se dit, bon, on sait comment il va se comporter pendant l'occupation. Sauf que c'est tout le contraire qui va se passer. Et c'est là la première grande stupéfaction du personnage. C'est-à-dire, ce pétainiste dans l'âme va devenir l'un des pires cauchemars de l'occupant à Dijon. La source rapporte cette scène, mais incroyable, où il va au-devant des officiers allemands qui rentrent dans la ville pour, je cite, leur nier toute légitimité à marcher sur Dijon. Attendez, un simple prêtre qui va sermonner l'armée allemande? Mais comment ça peut bien se terminer, une histoire pareille? Ça se termine par le respect forcé de l'ennemi. Le détail qui change tout, c'est qu'il leur parle dans un allemand impeccable. Hein? D'accord. Il ne crie pas, il ne proteste pas faiblement, non. Il leur oppose une autorité, morale et intellectuelle, dans leur propre langue. L'effet est saisissant. Les Allemands sont décontenancés par ce personnage qui n'a pas peur et qui maîtrise leur code. Ils commencent à le craindre. C'est fou. Donc il défie les Allemands, tout en continuant à admirer Pétain. Hum. Comment il réconcilie ça dans sa tête? Justement, il ne réconcilie pas. Il compartimente. Pour lui, Pétain, ça reste une figure tutélaire, un grand homme qui protège la France. D'accord.
Les Allemands, eux, ce sont des occupants illégitimes. Sur ces terres, à Dijon, c'est une sorte de patriotisme local, viscéral, qui dépasse l'idéologie. Et en même temps, ils développent un mépris féroce pour De Gaulle. Ah oui, ouais. Il l'affubera plus tard du surnom de Charles le Temporaire. Pour lui, De Gaulle, c'est un rebelle qui divise les Français. On voit se dessiner une complexité psychologique assez fascinante. Mais cette image de résistant, elle ne vient pas que de cette anecdote, j'imagine. Non, bien sûr. Et là, l'histoire va lui donner 2 coups de pouce monumentaux pour forger sa légende. Des coups de pouce. Oui, l'analyse des historiens cités dans l'article est très claire là-dessus. Sa gloire, c'est aussi le fruit des circonstances. Le premier événement, c'est un drame, un attentat, le 26 janvier 1944, Contre lui? contre lui. Et pas par les Allemands, hein, par des collaborateurs français. Il est pris pour cible dans la rue. Et il est touché? Oui, par 2 balles. Une se loge dans le bassin. Et l'autre, et c'est là que la légende prend une tournure quasi miraculeuse, Ah, elle est arrêtée par son portefeuille. Bien garni. non. Si. Du jour au lendemain, il n'est plus seulement l'opposant verbal. Il est le martyr. Il a sa blessure de guerre, la preuve irréfutable de son engagement. Et pour les Allemands, ça devient un problème. Il devient beaucoup trop encombrant. La Gestapo l'arrête et l'envoie en exil forcé en Haute-Marne. Il pense s'en débarrasser. On imagine que ça n'a pas dû durer longtemps, connaissant le personnage. Pas du tout. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'épopée, dans le roman. Il ne va pas attendre sagement, il décide de rentrer chez lui, Et comment? à pied. Quoi? Il va parcourir les 100 kilomètres qui séparent son lieu d'exil de Dijon, à pied. 100 kilomètres à pied? Mais quel âge il a à ce moment-là? Il a 68 ans. C'est incroyable. Et le timing de son retour est parfait, presque théâtral. Il arrive aux portes de Dijon la veille de la libération de la ville, quasiment en même temps que les premiers chars alliés. L'image doit être... D'une puissance symbolique inouïe, Quoi? le vieux prêtre martyr qui revient d'exil à pied au moment même où la liberté arrive. La scène a dû être mémorable. Les Dijonnais voient ça et l'équation est simple. Kir égale libérateur. C'est exactement ça. Les actualités de l'époque le montrent, le 11 septembre 1944, défilant rue de la Liberté, saluant la foule à côté des soldats. En un instant, le passé pétaniste est oublié, effacé, remplacé par cette image héroïque. Et la ville le suit. Les Dijonnais, nous dit la source, vont lui vouer une fidélité sans borne. La légende est née, et elle va le porter très, très haut. La suite semble presque écrite d'avance, du coup. Avec une aura pareille, il ne peut que se lancer en politique. Et il est élu, triomphalement, maire de Dijon en mai 1945. C'est le début d'un règne de plus de 20 ans. Un règne marqué par une personnalité que l'article qualifie de truculence légendaire. Un maire qui ne ressemble à aucun autre, j'imagine. Ah non! Qu'est-ce qui le rend si atypique? On a du mal à se représenter un prêtre qui gère une ville au quotidien. Prenons son rapport à l'argent, par exemple. C'est un excellent exemple. D'accord. Pendant toute sa carrière, maire, député, il n'a jamais gardé un centime de ses indemnités. Jamais. Il redistribuait tout. Il croisait quelqu'un dans le besoin, hop, il lui donnait ce qu'il avait. Ce n'était pas ça, son moteur. Non. L'article le résume en une phrase. L'argent n'était pas son affaire, il aimait la gloire. Et cette gloire, il la cultive au quotidien, avec une popularité immense. Mais comment il fait? Avec des méthodes qu'on pourrait qualifier de, disons, clientélistes, voire démagogiques, la source est très claire. Il ne savait pas dire non. Ah, un chômeur venait le voir pour un travail facile. Il l'embauchait à la mairie. Le résultat, c'est que la municipalité a fini par compter un nombre insensé d'employés municipaux. C'était sa version du service public, une extension de la charité chrétienne, très paternaliste. Et cette vision, elle s'appliquait aussi à l'économie de la ville? Absolument, il a refusé systématiquement tous les grands projets industriels. Son obsession, c'était de protéger les petits commerçants, les artisans, le cœur de son électorat et de sa vision d'une société saine. Et il entretenait le lien? Il avait cette technique incroyable. Il arrêtait les gens dans la rue, leur tapait sur l'épaule et demandait des nouvelles des enfants, du cousin, comme s'il connaissait intimement chaque famille de Dijon. Ça flattait énormément. Ça créait un lien quasi affectif. C'est le portrait d'un monarque local, en somme. Mais il y a un projet qui, plus que tous les autres, semble incarner le personnage de Kir, son fameux lac. Ah, le lac. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer Dijon sans le lac Kir.
Mais apparemment, ça n'a pas été si simple. C'est un euphémisme. Ce lac, c'était son rêve de jeunesse. Une idée fixe qu'il avait depuis qu'il était jeune prêtre. Une fois maire, il veut le concrétiser. Mais il y a un problème. De taille. Lequel? Personne n'en veut. C'est jugé trop cher, trop pharaonique, inutile. Son propre conseil municipal y est totalement opposé. Mais alors, comment on passe d'une opposition unanime à un lac qui porte son nom? Il a dû se passer quelque chose de fou lors du vote. C'est un moment de politique qui est entré dans la légende dijonnaise et qui résume tout le personnage. Le projet arrive pour le vote final au conseil municipal. L'ambiance est houleuse, l'opposition est massive. Oui, Kir, imperturbable, demande un dernier vote, à main levée. Et là, dans un silence de cathédrale, seule sa propre main se lève. Une seule main. non. Et donc le projet est rejeté, évidemment. N'importe quel autre maire aurait constaté l'échec. Pas lui. Il regarde l'Assemblée, il baisse la main, et il conclut la séance avec cette phrase d'un culot monumental. Projet adopté. Incroyable. Stupéfaction générale. Personne n'ose contester. Et c'est comme ça, par ce mélange unique d'autorité, d'humour et de passage en force, que le lac Kir verra le jour en 1964. C'est à la fois du génie et de la tyrannie pure. On voit le côté bonhomme, le patriarche un peu autoritaire mais généreux. Pourtant, l'article insiste sur une facette beaucoup plus sombre du personnage. Oui, et c'est là qu'on touche au cœur de sa complexité. La source le dit très bien. Il était animé par des bons sentiments, mais pouvait aussi se montrer redoutable de dureté. C'est ce contraste. Exactement. D'un côté, l'homme capable de donner sa dernière chemise à un pauvre. De l'autre, l'adversaire politique capable de colères homériques et de moqueries féroces qui pouvaient détruire une réputation. Mais ça va plus loin que de simples joutes politiques, n'est-ce pas? Il y a cette histoire terrible concernant les hommes qui ont tenté de l'assassiner en 1944. C'est l'épisode le plus troublant de sa vie, oui. Après la guerre, ces deux agresseurs sont arrêtés, jugés. Il s'agit d'Henri Perrault, un jeune de 22 ans, et Louis Lointier, 45 ans, Et ils sont condamnés. à la peine capitale. Et le pardon, dans ces cas-là, peut venir de la victime elle-même. Toutes les têtes se tournent vers le chanoine Kir. En tant qu'homme d'église, on s'attend à ce qu'ils pardonnent. C'est le cœur du message chrétien quand même. On s'y attend, oui. Beaucoup de gens, y compris des religieux, le supplient de faire un geste, de demander la grâce. Sa réponse sera toujours la même, un refus catégorique. Il se justifie. Sa justification, citée dans l'article, est glaçante. Il dit simplement « Je n'ai rien fait contre eux, je ne ferai rien pour eux ». C'est une phrase terrible, c'est court, c'est brutal, c'est sans appel. Et les deux hommes ont donc été exécutés. Oui, le 30 octobre 1946. C'est un acte d'une dureté implacable qui semble en contradiction totale avec l'image du bon chanoine. C'est la grande question, oui. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que la source propose une explication? Elle avance une clé de lecture que je trouve très éclairante, empruntée à l'historien Jean-François Bazin. Pour Bazin, Kir était un homme de l'Ancien Testament. C'est-à-dire? Il n'était pas dans la logique du pardon, de la miséricorde du Nouveau Testament. Il était du côté de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Sa justice est une réparation absolue, pas une rédemption. C'est cette même vision du monde, en noir et blanc, qu'on a vu dans ses combats politiques. Une cohérence de caractère en quelque sorte, mais une cohérence assez effrayante. Effrayante, oui. Mais il faut aussi la replacer dans son contexte. La France sort à peine de l'occupation. L'article le rappelle justement. La vengeance était un sentiment dur sans doute, mais compréhensible vu la proximité des faits. L'heure n'était pas encore au pardon national. Il meurt finalement en avril 1968, juste avant les événements de mai. C'est un sacré symbole. Le timing est, encore une fois, parfait. Il disparaît juste avant que le monde dans lequel il a vécu ne bascule définitivement. L'article le dit joliment, comme pour faire un ultime pied de nez à une société française en plein changement, dans laquelle il ne se reconnaissait plus du tout. Et l'ironie suprême, C'est qu'il ne verra pas la chute de son ennemi toujours, De Gaulle, quelques mois plus tard. et ses funérailles, on imagine qu'elles ont été à l'image du personnage. En mode d'unité totale pour Dijon. La source décrit une foule immense. La droite, la gauche, les croyants, les laïcs, tous étaient venus saluer ce personnage d'un autre temps. Cet homme qui, avec ses défauts monstrueux et ses qualités immenses, avait fini par incarner leur ville. Alors au final, que reste-t-il de lui? Quel est son héritage? Politiquement, ce n'est pas un grand penseur, mais son style a marqué durablement la politique locale. L'article suggère que tous ses successeurs à la mairie de Dijon ont hérité de quelque chose de lui. Et concrètement, son héritage le plus visible,
le plus concret, c'est bien sûr son lac. La phrase de l'article est parfaite. Que serait Dijon-Plage sans le lac Kyr? Et puis, il y a cet héritage involontaire, et mondial. Le cocktail, un simple blanc cassis qu'il servait à la mairie et qui, en portant son nom, est devenu célèbre partout. Exactement, et l'article conclut sur une analogie qui est peut-être la meilleure synthèse possible du personnage. Le Kyr, le cocktail, c'est de l'acidité coupée par du sucré. C'était tout à fait lui. Ah, c'est bien vu ça. Un fond d'une dureté, d'une acidité incroyable, mais enrobé d'une douceur populaire, d'une générosité qui le rendait aimable. Donc, pour résumer, Félix Kyr, ce n'était vraiment pas juste un nom sur une carte de bar. C'était une force de la nature, un miroir des paradoxes de son siècle, un homme de foi intransigeant et un animal politique, capable d'une immense générosité et d'une cruauté implacable. C'est ça. Il a bâti sa propre légende, souvent avec l'aide des circonstances, et il a façonné sa ville par sa seule et unique volonté. Et pour terminer, la source nous laisse sur une réflexion assez forte. L'auteur propose le pardon qu'il n'a pas donné à ses deux agresseurs, donnons-le lui. Au-delà du cas de Kyr, ça pose une question essentielle sur notre rapport à l'histoire. Comment on doit se souvenir de ces figures complexes qui incarnent à la fois le meilleur et le pire? Est-ce qu'on doit choisir une version, lisser les angles, ou est-ce que notre devoir de mémoire, c'est justement d'accepter l'entièreté du personnage, y compris ce qui nous dérange le plus?